Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette émission. Donc, vous acceptez tous les 5 que nous commencions d'abord par ce sujet du week-end. Au niveau des pétroles, Mohamed Ali, il y a un sujet double. Ça concerne le journaliste, mais ça concerne aussi la maison du DG de la SONAP, alors que nous sommes pleins là dans la crise, même si on a le sentiment que la crise est sur le point d'être maîtrisée. Comment avons-nous, si vous voulez, finalement, on peut décrire ce qui se passe aujourd'hui, cette histoire de maison qui a été mise à la une, et puis le DG de la SONAP qui jusque-là n'a pas réagi. Alors, c'est vrai que ça peut paraître de la nouveauté pour certains, mais dans ce reportage diffusé par notre confrère de la France qui finalement à printemps a été expulsé de la Guinée, il y a il est finalement parti. Oui, c'est ce que j'ai appris. Oui. Finalement, il a été expulsé. Et j'étais en train de dire donc que dans ce reportage... Avec ou sans son ordinateur? Il paraît qu'il a détruit son ordinateur. Comment? Qu'il a détruit son ordinateur. Lui-même ou bien qu'on ne lui a pas... Son ordinateur, d'après ce qu'on apprend, lui avait plutôt été enlevé. Et donc, il refusait d'être expulsé sans son ordinateur. Néanmoins, dans ce reportage... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De toutes les manières, on aura, si Thomas est parti, je l'espère, d'ici sûrement 24 heures ou 48 heures, on pourrait l'avoir même dans cette émission. On va tout mettre en œuvre pour cela. Parce que cette histoire d'ordinateur, vous le savez, la sensibilité quand même des preuves et tout ça pour un journaliste. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a amené à vouloir saisir son ordinateur, mais on va garder un œil là-dessus. Exactement, c'est ce qui se fait. Hein. Généralement, vous voyez, même pas les ordinateurs, simplement un journaliste qui est mal vu sur un terrain, la première chose qu'on te réclame, c'est donne-moi ton dictaphone, c'est donne-moi ta caméra. On a vu les journalistes sur le terrain pour effacer les données. Pour effacer, effectivement, parce qu'ils pensent que c'est là-bas où ça se trouve. Alors j'étais en train de dire qu'il y a ce qui est nouveau et ce qui n'est pas nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, c'est tout ce qui a été dit concernant Sahara. Le groupe Sahara, oui. Je pense qu'on a fait ce débat-là ici il y a quelques mois. Le fait qu'on retire le contrat de la société suisse pour donner finalement à Sahara et surtout les conditions dans lesquelles ce contrat a été ficelé, les répercussions, etc. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Lui, il a rappelé avec des documents. Donc, ça n'a fait que... Ce serait bon que tu reviennes sur les contenus. Alors, vas-y, je te laisse là. Non, à toi justement, parce que les auditeurs, il faut en tenir compte, tous ne suivent pas. Nous sommes au parfum de ce qui se passe, mais tous ne savent pas. Ce serait bon peut-être que tu rappelles un peu les circonstances dans lesquelles tout ceci a changé. On a un élément, mais peut-être ce serait même bien après de diffuser l'élément. De quoi il est question, grosso modo. Vous vous rappelez que Sahara était déjà en Guinée. C'est une société nigériane officiellement, dont le patron serait béninois, que vous connaissez. C'est quoi même le nom? Un nom un peu arabe là, un prénom un peu arabe là, ça va me revenir. Alors, c'est quelqu'un qui est très bien introduit en Guinée, qui connaît un peu les mailles du système et qui sait s'en échapper. À un moment donné, vous vous souvenez, il y a eu des scandales autour justement de la réattribution du marché d'importation des hydrocarbures. En réalité, ce sont des traders. Des traders, c'est quoi? Ce sont des coursiers en bourse normalement. En fait, ce sont des démarcheurs, si tu veux. Ils démarchent les sociétés qui revendent le pétrole. C'est pas eux qui achètent. C'est pas eux qui vendent le pétrole en fait. C'est pas eux qui produisent, c'est pas eux qui vendent. Ce sont des entremetteurs en réalité. Donc ils vont pour le compte des pays, ils achètent. Donc au nom des pays, ils l'importent moyennant une marge. Alors, ce qui s'est passé, si vous vous en souvenez bien, les Suisses ont été évincés. Alors que les Suisses approvisionnaient régulièrement le marché guinéen. Vous vous souvenez déjà qu'avec justement Razak, le nom me revient, justement avec Sahara à l'époque, on avait déjà eu des problèmes. Vous vous souvenez, liés aux arriérés que l'État guinéen, soit Alpha Condé, leur devait. Il y a eu beaucoup de pression à ce niveau-là. Et le pétrole est un élément extrêmement sensible. C'est probablement le plus sensible de toutes les ressources dont on puisse disposer dans un pays. Finalement, il a perdu, son contrat n'a pas été renouvelé. Les Suisses sont venus dans les conditions que vous connaissez. Vous savez très bien qu'une société suisse ou canadienne ou américaine en général sont obligés de se plier, même pas simplement à la législation du pays où ils interviennent, mais de leur propre pays. Parce qu'il y a des lois qui permettent de les poursuivre en cas de corruption, même pour des faits qui se sont déroulés hors leurs territoires nationaux. Alors, les Suisses étaient là. Moyennant 53
53 dollars la marge. par tonne, d'hydrocarbures. Oui, oui. C'était ça leur marge. Alors, ils sont là, le CNRD arrive, et en 2022, patatras, retournement de situation. Les Suisses sont évincés pour des raisons, encore une fois, non sérieusement élucidées jusqu'à maintenant, mais que vous pouvez peut-être deviner. Sahara revient en grande pompe. Mais sauf que le contrat avec Sahara est bizarre. Le contrat est très bizarre. Parce que, comme on appelle, le trader, l'entremetteur qui est parti, l'intermédiaire qui est parti touchait 53 dollars par tonne. Celui qui arrive avec presque 15 dollars de plus. Notamment Sahara. C'est aux alentours de 75... Mais on me parle d'une marge de 90 dollars aujourd'hui. Non, aux alentours de 75 dollars au départ. C'est signé, le contrat leur est donné. Donc on n'a pas compris pourquoi on va quand même passer le marché à un autre intermédiaire qui prend 15 dollars de plus. Pour un pays comme la Guinée qui cherche à faire des économies. Déjà, on ne l'avait pas compris. On commence à exercer. Au bout de quelques semaines, il y a un avenant. Dans cet avenant, et c'est ce que dénonce Thomas Dietrich dans le document d'ailleurs qu'il a... et ce n'est pas un document que lui, il a exhumé, c'est un document, comme il l'a dit, qui était déjà connu. C'est l'inspection générale des finances qui a audité ce marché-là. On s'est rendu compte que de 75 environ, on est allé jusqu'à 115 dollars de marge pour le trader. Mais vous savez, en pareil cas, rien ne nous garantit que c'est le trader lui-même qui reçoit tout ce montant, ou s'il le reçoit, que c'est pour lui. Les grands gueules. Est-ce qu'il y a des rétrocommissions derrière? Et on ne sait pas dans quelles conditions ça s'est passé. Déjà, le premier marché lui-même est curieux. Ensuite, il y a un avènement qui fait exploser les charges. Au même moment, la SONAP, dont on parle, avait une marge, vous le savez, de combien de pourcents? De 6%, environ 6-7% environ de l'ensemble des VAT pour financer la société, si vous voulez, le fonctionnement de l'entreprise. C'est une entreprise publique, même si elle est publique, c'est une entreprise. Mais subitement, là aussi, on retouche les lois. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le secteur des jeux? Ce qui est en train de se passer sur les médias actuellement, il faudrait bien que l'opinion comprenne. Vous avez de ces entités qui sont liées directement à la présidence de la République, dont les comportements ont été décriés ces derniers mois. Nous avons l'impression en Guinée que vous pouvez vous attaquer à un membre du gouvernement pour prévarication, il va tomber. Si la presse apporte la preuve, il va tomber. Mais lorsque vous touchez à certaines régies financières, toutes celles qui sont liées à la présidence, non seulement il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de poursuite. Bien au contraire, on se retourne contre les médias. Si vous vous souvenez, dans le secteur des jeux... La surprise dans le cas spécifique de la SONAP, il y a le travail de l'inspection générale des finances qui a déjà été fait. Il y a aussi un courrier du ministre qui a donné des instructions au directeur de la SONAP. Et après quelques années, disons quelques mois, on se retrouve dans la même situation. C'est comme si c'est le statu quo. Le DG ne répondrait pas directement du ministre. Non, il ne répond pas directement. Parce qu'en réalité, la plupart de ces entreprises... Mais pour la question des finances. Je suis d'accord. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe à la Lonagui? À la Lonagui, dans le secteur des jeux, c'est pareil. Toutes ces entités-là ont été rattachées directement à la présidence de la République. La présidence de la République est devenue un super ministère qui gère directement... Oui. De l'ARPT. L'ARPT, c'est pareil. La plupart des entités où il y a du NEM-NEM, ça relève directement de la présidence de la République. Les entités qui échappent au contrôle. Et si vous avez remarqué, c'est le même fonctionnement. Aussi à la présidence de la République, concernant par exemple, vous vous souvenez du secteur des jeux, on avait fait quoi? On a demandé à l'Assemblée, donc au CNT, de revoir la fiscalité pour, si vous voulez, faire exploser les recettes qui doivent aller du côté de la présidence. Vous vous souvenez de ça? Ils ont biffé. Le CNT avait recalé. Mais nous avons prouvé ici dans des enquêtes avec des documents que non seulement ils ne se sont pas pliés, ils ont continué en ouvrant même des comptes dans des banques primaires. Or, le secteur des jeux, c'est plus que ce que Orange a comme chiffre d'affaires, vous le savez. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Pareillement, on va faire flamber complètement les recettes de la SONAP. Donc, il révèle, lui, que c'est environ 2,5 millions de dollars désormais par mois engrangés sur le secteur des pétroles. Donc, là aussi, pour quelle utilisation? Ce sont des questions simplement que le journaliste a voulu poser. Vous reprochez aux médias de ne pas vouloir chaque fois recouper les informations. Ce journaliste vous appelle, il envoie des mails,
Finalement, il se déplace de la France jusqu'en Guinée simplement pour tendre son micro et avoir votre version des faits. Pour le moment, il a des éléments à charge. Mais il veut votre version peut-être pour vous décharger. Et là, devient le problème. Maintenant, il rappelle que on est passé de 53 $ pour la société qu'on a chassée à 115 $ pour une société qui est arrivée dans des conditions absolument pas très claires. Et que cette société, déjà, ce contrat a déjà fait l'objet d'alerte venant de l'inspection générale des finances. Voici la question qui est posée. La deuxième et dernière question qu'il pose, il dit avoir trouvé aux États-Unis les traces de l'achat d'une maison. À hauteur d'1 million, je crois 83 000 $, non, 800 et quelques. 230, non 30 $, je crois. Voilà. De toutes les manières, il les trouve comme ça, mais environ 12 milliards de francs guinéens d'équivalent. Cette maison, on a vu les images dans son reportage, c'est 5 chambres, avec 5 salles de bain, avec des jacuzzi, piscine et tout. Et il dit, il révèle quelque chose qui est quand même intéressant. Vous vous souvenez, on en avait parlé longuement dans le cadre de la SMB à l'époque et de certaines sociétés, de certaines compagnies minières qui seraient immatriculées dans des paradis fiscaux au moment de leur naissance. Il révèle que Sahara a des comptes dans des pays qui sont en réalité des paradis fiscaux. Alors, paradis fiscaux, ce sont des pays qui entretiennent le secret bancaire rigide. Vous ne pouvez pas aller les accueillir. Vous ne savez pas ce qui se passe sur leur compte. Il y a des mouvements que vous ne pouvez pas contrôler. Contrairement à la bonne pratique internationale qui voudrait que lorsqu'il y a des soupçons, que les pays se prêtent au jeu en faisant toute la lumière. Donc, il dit que, attention, la société de Razak, la société, comment il s'appelle, Sahara, est immatriculée dans des paradis fiscaux. Donc, il veut savoir, est-ce que ces comptes-là dans des paradis fiscaux auraient peut-être servi, à enrichir indûment des officiels guinéens, à peut-être acheter cette maison pour le DG de la SONAP du côté des États-Unis. Voici des questions qui ont été soulevées. Nous n'en savons pas grand-chose. Nous savons simplement les conditions dans lesquelles Sahara est arrivé. Et ça, on en a parlé longuement, il a dit. Mais les questions, quand même, aujourd'hui, il faut les poser. Il faut poser ces questions. Je pense que même à la direction, disons au directeur de la SONAP d'apporter des réponses. Des réponses. Et je pense que nous autres médias, nous devrions aujourd'hui aller plus loin. Parce que ce qu'on apprend autour de Thomas Dietrich, c'est que il a tout fait pour rencontrer la direction finalement. Vous entendez même des audios. Ce n'est qu'un premier film qui a été libéré. Mais on apprend que lorsqu'on s'est rendu compte que les éléments qu'il avait étaient sérieux, on lui dit, bon écoute, on vous donne rendez-vous dans un hôtel. Finalement, ce rendez-vous-là est décalé vers un restaurant que tout le monde connaît à Conakry. Et là, quasiment, il se fait arrêter. Et après, on apprend que l'ordinateur est saisi, ainsi de suite. Que craint-on aujourd'hui en Guinée pour avoir si peur de la lumière? Parce que depuis 2 mois, ce qui se passe avec Thomas Dietrich a un lien avec ce qui se passe avec les médias traditionnels. On ne veut pas avoir la lumière dans ce pays. Personne ne veut qu'on sache comment les ressources nationales sont gérées. Les médias posent des questions. Lorsqu'on a des réponses également, on les fournit à la population. Hier, on disait que c'était la presse nationale qui manquait de professionnalisme. On a insulté toute une corporation. Nous en notre sein, il n'y a vraiment pas de professionnels. Quand ceux qui sont au pouvoir, pour la plupart, ont été pistonnés, révélés au public, adoubés par les médias. Ok, on n'est pas professionnel. Maintenant, des étrangers aussi. Après la réaction, je vous ai suivi avec beaucoup de sourires, après la réaction des diplomates, maintenant, leurs journalistes aussi étrangers, et ça, c'est quand même d'un pays ami au CNRD, quand même, hein, la France. Voilà. Oui, merci Mohamed Mara pour cet éclairage. Oui, Mohamed Ali. Donc ce sont des interrogations finalement qui dérangent dans ce reportage-là parce qu'effectivement, lorsque on a su que ça va être diffusé, on a fait subir le sort dont Thomas a subi jusqu'à ce niveau. Et ce sont des interrogations qui mériteraient d'une réponse. Au moins pour le respect du peuple, ça mériterait qu'on comprenne exactement dans quelles conditions véritables, quelle est la version du gouvernement de l'arrivée des Sahara, quelle est la situation, parce que ce sont les services de l'État même qui ont fait ce rapport-là dans lequel
lequel on trouve que les conditions ne sont pas acceptables. Les conditions dans lesquelles Sahara... En tout cas, les documents qui ont été portés à notre connaissance sont des documents tout à fait officiels. Et rien n'a été fait. Maintenant, que le journaliste Thomas fasse plutôt... Je suis en train de dire que le directeur de la SONAP ait une maison d'une valeur de 12 milliards aux États-Unis ou que ce soit 44 000. Il y en a qui ont plus en Guinée. Hein. Moi, ce n'est pas ce qui cause le problème. Qu'il ait une maison aux États-Unis, de toutes les façons, il y était avant de venir, c'est ce que j'ai appris. Ça, ce n'est pas le problème. Mais comment le problème, c'est l'année d'acquisition. C'est que c'est en 2022. Oui. Et puis, la valeur de la maison. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de questions derrière. C'est quand même les États-Unis, c'est un pays sérieux. Si on n'a pas trouvé un moyen plutôt mystique, peut-être à travers les paradis fiscaux, pour introduire de l'argent, c'est un tel montant, ça ne peut pas aller ni en banque, ni directement. Exactement. Donc, ce sont des questions qui mériteraient qu'on y réponde. Et c'est de l'autre côté. Je vais dire, c'est le gouvernement qui doit donner des réponses parce que ça concerne le gouvernement. Alors, ça ramène le doute sur les déclarations du président et sur sa bonne intention. Parce que souvenez-vous, même hier, j'étais en train de revisiter son discours dans lequel il disait qu'il n'a pas d'amis dans la lutte contre la corruption. Et sa main ne va jamais trembler en réalité. Maintenant, lorsque on révèle, parce que ce sont des faits qui doivent être vérifiés tout comme tout fait. Ce sont des journalistes qui l'ont révélé, c'est les juges qui décident si c'est avéré ou si c'est pas avéré, c'est les juges qui doivent condamner ou pas. Donc, si on donne... Oui, mais ça c'est au bout du bout. Oui. Mais avant ça, le minimum c'est qu'il y ait des enquêtes justement officielles. Les premières, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Les premières enquêtes ont eu lieu. C'est le rapport de l'IGF, ça c'est justement d'une institution, d'un service de l'État lui-même. Rien n'a été fait. Oui. Maintenant, on va plus loin pour dire que le directeur de la SONAP, voilà ce dont il dispose en dehors de la Guinée. Comment il l'a obtenu, on ne le sait pas. Personne ne parle. Alors ça remet en doute la parole du président à dire qu'il n'a pas d'amis quand il s'agit de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est clairement des cas de corruption qui sont rapportés, ajoutés à d'autres qu'on a fait au niveau local, et certains dont on ne parle pas et dont tout le monde sait, en fait. Parce qu'il y a des situations en Guinée, personne n'en parle encore, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir les présenter au public directement, mais on sait que ça existe. Et le président, on ne retrouve absolument rien. Ça fait quand même 24 heures, 48 heures, on n'a toujours pas de réaction, ni de réaction officielle du gouvernement, encore moins de la SONAP, et surtout pas de réaction du président. On peut savoir qu'il ne soit pas pressé par les faits, mais je pense que cette situation, pour au moins le respect de sa parole, ne peut pas passer inaperçu. Encore le sort qu'on a réservé aux journalistes. Pour le directeur de la SONAP, je dois dire que j'ai pu l'avoir et il dit qu'il est préoccupé par la crise. Donc il gère la crise. Et cette précision, j'avais commis cette erreur tout à l'heure sur la Match Trader. La Match Trader, justement, avec les Suisses étaient à 38 $. C'était ça, justement. Et 15 $ de plus, soit 53 $ avec l'arrivée du Sahara. Et après, ils ont revu le contrat, ils sont à 115 $. Ça fait partie de la crise, pour répondre au directeur. Les grandes gueules. Parce qu'il y en a énorme, il y a des personnes qui établissent un lien avec la crise que nous vivons en ce moment. Non, on vous dit que sur chaque litre que nous achetons, une partie de l'argent est pompée et envoyée dans les caisses occultes. C'est ça la question qui est posée. Pour finir, Jacques, ça relance la question sur combien sommes-nous en train de dépenser pour tenter de maîtriser la crise. Tout le monde veut que l'essence arrive, le gasoil, ça arrive, que ça passe par la Sierra Leone ou que ça passe par le port ou ailleurs. Tout le monde voudrait qu'il y ait d'abord du carburant parce que les gens, ils souffrent. Mais personne ne s'interroge sur comment on fait, combien on dépense, où on prend l'argent. Mais c'est nous qui payons. Quand vous demandez aux responsables des banques, ils vous disent... C'est les Guinéens qui payent. C'est justement... Et donc le contribuable. Mais à quel coût? À quel coût? Oui, c'est la question. Bonne question. Le fameux bateau qui est arrivé, on va revenir là-dessus. Oui. À l'origine, ce bateau, parce qu'il faut qu'on nous dise dans quelles conditions ce bateau est arrivé à Conakry. À l'origine, n'oubliez pas que ce bateau a quitté justement la Belgique. On va revenir sur la crise. Soit le lendemain même de l'explosion. On va revenir sur la crise. Eh bien voilà. Alassane Sako. Alors, moi, je pense que vous avez posé pas mal de bonnes questions ce matin, mais j'ai envie... Mohamed Mara parle de 2 mois, qu'il y a une certaine restriction au niveau des informations officielles de l'État. Moi, je veux bien qu'on aille bien au-delà.
bien au-delà. On a commencé par les DAF. Les DAF qui ont été réquisitionnés à un moment. Après, il y a eu... Qui ont été convoqués par leur ministre de tutelle. Et revoyez un peu la succession des événements. Il y a eu l'incendie au niveau du Trésor public. Le ministre de l'Économie et des Finances a, dit-on, ouvert une enquête. Jusque-là, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et on parle de cette restriction, mais bien avant cette explosion du dépôt de Kaloum. Moi, je suis dans cette optique et je me dis qu'au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, on essaye plutôt de cacher toute preuve, éventuellement après leur passage, qu'on ne saurait pas, évidemment, facilement de trouver les preuves. Aujourd'hui, on est en train de brûler toutes les pistes permettant aux Guinéens de savoir ou de questionner leur gouvernance, leur gestion de la chose publique. Les grandes gueules. Mohamed Mara l'a dit. C'est facile aujourd'hui, dès qu'on a des preuves contre un ministre de la République de cette transition, aussitôt, prouvé ou pas, on le dégomme là tout de suite. Mais c'est quand ça concerne une entité. Je le disais dans une des émissions de Mini Libre le matin, j'ai dit le CNT, on l'a décrié plusieurs fois. Mais quand même, que ce soit la loi de finances 2023 ou 2024, ils ont réussi quand même à faire un travail qui nous permet d'avoir une certaine réflexion sur la gestion du CNRD, sur la gestion de cette transition. Le CNT a fait des recommandations lors de la loi des finances rectificatives. Il n'y a pas eu de correction. Cela ne l'a pas empêché quand même d'adopter la loi des finances initiales 2024. Oui, mais ça nous ouvre les yeux sur certains faits qui, ma foi, devraient nous enseigner sur la gestion de la chose publique en Guinée qu'on a voulu, dès le 5 septembre, moraliser. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. J'apprends que, voilà, au niveau de ce journaliste, puisque nous n'avons pas la bonne information, c'est ce qu'on nous a toujours calqué, nous n'allons pas jusqu'au bout pour savoir. Parfois même, certains nous disent « Ah, vous ouvrez des enquêtes, vous parlez des dossiers d'enquête dans vos différentes émissions, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. » Je demande à ces personnes-là, puisque le droit à l'information, c'est un droit qui n'appartient pas qu'aux journalistes seulement, mais qui appartient à tout citoyen qui a envie de savoir comment tel bien qui appartient la Guinée à tous est géré. Est géré. Alors aujourd'hui, ce qui arrive, mais il ne faut pas se tromper. Qui parmi les membres du CNRD ou du gouvernement a présenté son bien avant de prendre service? Qui? On connaît quoi de qui parmi eux pour nous aujourd'hui de parler de corruption, de parler de gabegie? Ce qui arrive, moi je me dis aux journalistes, aujourd'hui au niveau de l'État, l'Internet est coupé. Il n'y a pas... Le courant n'est pas suffisant. Et de l'autre côté, les informations au niveau du gouvernement, ce n'est pas accessible. Vous vous rappelez les raisons données par le porte-parole du gouvernement concernant cette coupure d'Internet. Aujourd'hui même, les diplomates sont préoccupés. Ils vont jusqu'à dire, en ce qui concerne le carburant, est-ce que l'État guinéen peut les aider à faciliter ou bien à trouver des moyens au cas où cela ne... De toute façon, par rapport au carburant, ça c'est gérable, peut-être même c'est déjà géré. La circulation de l'information, le problème est à ces niveaux. Ce qu'on a dit, sécurité nationale pour restreindre les libertés, pour restreindre l'Internet, est-ce que une enquête de ce type, par exemple, en ferait partie finalement? Ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le nom de Amadou Doumbouya qu'on est en train de citer comme directeur général. Je dois en revanche partager ça aussi avec vous par rapport à Thomas. Il semble, ça reste encore à vérifier. On a tenté de recouper ce matin qu'il n'aurait pas d'autorisation, donc d'accréditation.
d'exercer en Guinée. Donc ça a été facile pour ceux qui l'ont arrêté de le mettre dans toutes ces conditions et de préparer voilà, ceux qui ont l'accréditation, vous savez. Je partage l'information avec vous. Ça vient de la HAC. Si vous voulez, on va donner des cours de droit de presse ici. L'accréditation, vous savez très bien. Vous permettez que Daouda intervienne. Vous, Jacques, moi, entre autres, nous avons d'office des accréditations en République de Guinée d'exercer en Guinée. Oui, mais nous sommes Guinéens, nous sommes Guinéens. Est-ce que vous avez accès est-ce que vous avez accès à toutes les informations? Non. Ça, c'est une question. On est d'accord là-dessus. Alors, ce n'est pas un problème d'accréditation. Qu'il soit accrédité ou pas accrédité, c'est qu'il y a un mur qui est dressé. Vous n'avez pas accès à l'information. Vous n'avez accès qu'à l'information que nous voulons vous donner. Et ça, lorsqu'ils sont prêts pour le faire, ils nous invitent, nous venons, ils disent ce qu'ils ont à dire. Et puis, ils nous ont... Voilà, nous avons accès à la communication. Voilà, donc ça c'est une question. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, il y a... c'est le cas du directeur général de la SONAP. C'est le cas de la SONAP qui est mis sur la place publique. Mais combien sont-ils dans la même situation? Parce qu'on ne sait rien d'eux. En tout cas, de ce qui soit officiel, de ce qu'ils nous présentent officiellement, on ne sait rien. Mais vous savez quand même que lorsque vous glanez les informations ici à Conakry, à commencer par Bessia, à Kipé, à Dapompa, à Tassana, ainsi de suite, vous y allez, vous trouvez des bâtisses à Matoto, sur la corniche ici. Ça pousse très vite. Vous allez à Nongo, et des maisons qui poussent en 2-3 mois, et qui sont d'un luxe, je sais pas, d'un luxe insolent. Et cela se passe en un laps de temps. Et puis... Pas insolent. Et puis, indécent. Alors, c'est un luxe indécent pour quelqu'un qui gère la chose publique en Guinée. Alors, en tout cas, dans un pays comme la Guinée. Aujourd'hui, quand vous allez à Abidjan, on vous montrera des maisons. On dit tel appartient à votre tel appartient à votre tel. À Dakar, c'est la même chose. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez au Canada, c'est la même chose. Ça se passe, et aujourd'hui, on parle de... Peut-être qu'on a pu dénicher le cas de la SONAP, du directeur général de la SONAP, mais il n'est pas seul dans cette situation. Il n'est pas seul dans cette situation parce que le président lui-même, le président Mamadi Doumbouya lui-même, ses investissements, quand vous allez à Kipé, ce qu'on nous montre comme étant ses investissements. On nous dit qu'il a commencé, c'est vrai, il a commencé avant d'être président, mais les choses se sont accélérées et se sont étendues. Le plan même a changé quand il est venu président. Quand il est venu président, concessions aux alentours voilà, les concessions tout de suite qui ont été tout de suite rachetées pour ceux qui ont accepté de même la route a changé de structure. Parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu revendre pour eux, mais ceux qui ont voulu qu'ils rachètent, il a racheté tout de suite et puis les travaux continuent. Et avec quel maître d'œuvre, vous allez le savoir. Donc aujourd'hui, moi je ne m'offusque pas. D'emblée, je ne m'offusque pas quand on parle de Amadou Doumbouya parce qu'il n'est pas seul dans cette situation et tout le monde le sait. Le président même sait que le discours qu'il a tenu le 5 septembre, c'est-à-dire moraliser la gestion de la chose publique, qu'aujourd'hui, ce discours n'est plus d'actualité. Ce discours a changé de veste depuis 3 mois seulement après la prise du pouvoir. Et aujourd'hui, qu'on soit dans cette situation et que des Guinéens qui viennent et qui ne sont même pas à des niveaux aussi élevés dans la gestion, mais parce que tout simplement, ils ont leur parrain, parce que tout simplement, ils ont leur grand, parce que tout simplement, ils sont dans les couloirs de la présidence. Donc, ils sont intouchables. Ils font ce qu'ils veulent et ne dites pas que c'est un journaliste qui va quitter les États-Unis pour venir nous le dire. Nous savons ce qui se passe. Et puisqu'on en parle de temps à autre, voilà pourquoi on ne veut plus qu'on parle. Oui. Moi, je comprends la réaction de Daouda. Rapidement, je veux juste souligner parce que c'est... Rapidement, madame va prendre la parole. Je comprends sa réaction parce qu'effectivement, c'est dans ça
qu'on veut nous mettre. Ça, c'est du déjà vu. Et en Poulard, on dit, oh, ça y est, oui, ça y est, si tu vois une situation se répéter, c'est parce qu'on a permis la première. Sous Alpha Condé, c'est comme ça on a dénoncé les faits de corruption. Dans les médias, finalement, on a dit tout le monde sait ce qui se passe. Donc, ce soit tu suis la tendance ou tu fermes ta bouche en réalité. Et si ça continue ainsi, Jacques, ce que je dis, c'est très important. On finira tous comme un peu la poule à Hitler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la poule à Hitler. Vous savez, je raconte rapidement l'histoire. Fais vite. Au cours d'une réunion, il voulait montrer... au cours d'une réunion, on raconte, puisqu'on lui a attribué cette histoire, il voulait montrer à ses collaborateurs comment on dirigeait un peuple idiot et naïf. Il prend la poule, il l'appuie, donc il fait mal à la poule, ensuite il commence à arracher ses plumes. Après il relâche la poule. La poule, avec beaucoup de douleur, se débattait de l'autre côté, et Hitler il saignait en plus. Et Hitler dit maintenant suivez ce qui va se passer. Il prend des grains de blé et il commence à déposer un à un. La poule suivait Hitler. Il dit à ses camarades, vous voyez comment on conduit un peuple idiot. Tant que malgré que je lui ai pris sa dignité et je l'ai fait mal, mais il me suit en réalité. À cause des grains. Et c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce qu'on nous fait ici en Trimont. Parce qu'on fait les choses et après on nous empêche de pouvoir le dire. On nous amène à accepter la situation. À un moment donné, c'est inacceptable. Ce qui se passe, ce sont des flagrants délits. Et il faut bien que ça arrive de quelque part pour pouvoir le dénoncer. Vous le savez, il y a ce qu'on peut dire à l'antenne et ce qu'on ne peut pas dire. Mais la situation est plus grave que tout ce qu'on est en train de raconter. D'accord. Madame, il faut quand même noter que ce n'est pas pour la première fois que Thomas a des problèmes avec les dirigeants guinéens, sous Alpha Condé également. Je voulais justement rappeler cela. Des soucis. Et c'est donc la deuxième fois disons pour les mêmes faits à peu près qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, en difficulté. Les grandes gueules. Oui, dans l'affaire AMR, Thomas a eu raison. C'était aussi la corruption, oui. J'ai dit pour les mêmes faits à peu près. Vous savez, les vieilles habitudes dans la peau dure, vous parlez de dirigeants. Les peuples ont souvent des dirigeants qu'ils méritent. Nous avons les dirigeants que nous méritons, que nous avons choisi de porter souvent à la tête de notre pays. Vous parlez de moralisation de la vie publique. Vous savez, la vie publique en Guinée, les vieilles habitudes ont la peau dure. Ce rapport dont on parle, qui est connu, les chefs qui sont au sommet, ils connaissent le contenu. Ce n'est pas la première fois. Alpha Condé brandissait des rapports. Il disait j'ai des rapports. Au lieu de publier les rapports et d'enclencher une procédure d'enquête, poursuivre les auteurs, c'est de savoir qu'il y a eu détournement de deniers publics. Au lieu de travailler là-dessus pour que ça s'arrête, on s'en sert pour faire du chantage aux gens qui sont là. C'est un peu à l'image de ce que... C'est un peu... une épée de Damoclès. Oui, c'est un élément de chantage. Et tout le monde l'acceptait. Un élément de chantage. Et je pense que... Je ne sais pas pourquoi ça étonne les gens qu'on vive la même chose. C'est vrai que ça étonne par rapport au discours du 5 septembre, mais c'est dommage que nous revenions dans la même situation. Ça veut dire quoi? Qu'on a... Le Guinéen, pratiquement, normalement, on ne devrait plus croire au discours, quelle que soit la personne qui tienne ce discours-là. Parce que toutes les personnes qui viennent tiennent les mêmes discours, ils nous font rêver, mais après, on se rend compte que ce n'est pas le peuple qu'on veut sauver, on veut maintenir sa situation. J'ai parlé avec un d'eux qui m'a dit, vous pensez que les gens qui prennent le pouvoir, ils prennent le pouvoir pour aider le peuple? Ils prennent le pouvoir parce qu'ils ont une situation qu'ils ne veulent pas que ça change. Les grandes gueules. Leur situation change et donc ils s'accaparent du pouvoir pour maintenir leur rythme de vie. Rester dans les intérêts, les avantages, les privilèges. Être toujours riche, avoir les privilèges. Et c'est ce que cela nous révèle parce que quand il y a des situations comme ça, il faut enquêter. Il faut essayer de savoir ce qui se passe réellement. Le cas du journaliste, on n'est pas étonné. Nous qui sommes en Guinée, quelle situation sommes-nous en train de vivre aujourd'hui? Dans quelle situation nous sommes en train de vivre? Quand on parle de, par exemple, la loi d'accès à l'information, c'est une loi qui a été promulguée mais qui n'a jamais été publiée au journal officiel de la République. Et est-ce que nous pouvons réellement la brandir pour dire je veux savoir ce qui s'est passé dans ce département, donc j'ai le droit parce que la loi a été promulguée? Même si vous insistez... D'ailleurs, le travail n'est pas allé au bout parce que la loi prévoyait la mise en place, je crois, d'une commission de recours. Justement. Cette commission n'a jamais été mise en place. Elle n'a jamais été mise en place. C'est pour vous dire que ce pays, c'est quand même quelquefois un peu désespérant de voir une telle situation parce que qu'on nous brandisse, par exemple, la carte, je veux dire, de l'accréditation.
Mais appelez le monsieur, dites-lui, allez-y prendre votre carte d'accréditation si c'est ce qu'on veut. Parce que nous rappelons que quand Giba est parti à Dakar et qu'on faisait le direct avec lui, on n'est pas venu l'arrêter pour le mettre quelque part. On lui a juste dit, monsieur, est-ce que vous avez votre carte d'accréditation? Il a dit non. On lui a indiqué où est-ce qu'il fallait aller la prendre. Il est parti la prendre et il a continué à faire son travail. C'est ça un État démocratique qui veut respecter les droits. Le droit d'accès à l'information, c'est une liberté. On ne peut pas empêcher les gens. Parce que voyez ce qu'on est en train de faire, malgré tout ce qu'on fait. Les gens nous écoutent. On ne peut plus boucler le monde. C'est pas possible. Évidemment, vous ne pouvez plus empêcher les journalistes. C'est vrai que oui, il va y avoir des restrictions. Si vous êtes fiers que des médias ferment dans votre pays, allez-y, l'histoire le retiendra. Si vous êtes fiers que des jeunes Guinéens que vous ne pouvez pas employer... Les gens qui s'en fichent de l'histoire. Mais l'histoire parlera d'eux et de quelle manière? C'est leur poche qui les arrange. L'histoire parlera d'eux et de quelle manière? Ils ont des enfants, ils ont toute une histoire. Qu'ils s'en fichent de l'histoire ou pas, nous savons comment ça se passe. Nous avons connu des présidents dictateurs. Mais l'histoire a parlé d'eux et l'histoire a retenu les actes qu'ils ont posés. Leur famille ne peut pas être fière de cette histoire-là. Vous avez la chance. Souvent, ces personnes, chez nous en Guinée par exemple, ils ont la chance d'être de grands hommes, de sortir par la grande porte. Et nous, ce qu'on fait, c'est de les aider à comprendre cette réalité-là. Mais le plus souvent, on nous prend pour des ennemis. On n'est pas des ennemis. Nous voulons juste que pour notre pays, par exemple, qu'on dise, voici un homme qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait les choses dans les règles de l'art. Quoi qu'on dise, il y a tellement de choses qu'on peut reprocher à tous les dirigeants qui étaient à la tête de ce pays avant le colonel Mamadi Doumbouya. En parlant de choses, comment on appelle Konaté, de Sekouba Konaté. On peut tout lui reprocher parce que tout se dit. Normalement, les gens disent non, il a monnayé, il a fait ci, il a fait ça. Mais il n'est pas resté au pouvoir. Hein. Même s'il a monnayé quelque chose, il a quand même organisé, il a cédé la place, il est parti. Les grandes gueules. L'histoire retient toujours tout ce que vous faites contre votre pays, contre le peuple. Vous pouvez penser que oui, aujourd'hui vous êtes fort, mais cette force-là n'est pas éternelle. Mais je pense que les gens sont simplement amnésiques. Parce que ça passe tellement vite. Alpha Condé, c'était juste hier. C'était juste ici, hier. Dadis, qui est aujourd'hui... pratiquement sous les verrous, qui est en train d'être jugé, ça s'est passé récemment. Est-ce que cela ne peut pas inspirer les gens? Est-ce que cela ne peut pas servir de leçon? Moi, je m'interroge quand même sur ce qu'il y a dans le pouvoir, ce qui nous aveugle et qui fait en sorte que vous ne pouvez même pas vous rappeler de ce qui s'est passé hier, vous dire que vous pouvez vous retrouver dans la même situation que les personnes, par exemple, qui sont jugées aujourd'hui dans le procès des événements du 26 septembre. Au fait, Djadia, si tu permets rapidement, moi je voulais juste dire quoi. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est des personnes qui étaient parmi nous, qui pensaient qu'ils connaissaient nos problèmes, qu'ils avaient des réflexions, des analyses sur des potentielles solutions. Ils se retrouvent de l'autre côté, mais ils font pire que tout ce dont on imaginait. Cette coupure d'Internet. Mais ce qu'ils oublient aujourd'hui, et dans tous les quartiers, de Conakry, de Kassa à Kankan, à Zérékoré, vous posez une brique. Aussitôt, on sait c'est pour qui. C'est que on ne peut rien cacher aujourd'hui. Une telle révélation par la presse, moi je pense que ça doit fouetter les consciences de nos autorités à faire toute la lumière, puisqu'ils ont promis tout ce qu'ils ont, évidemment promis la lutte contre la corruption, mais permettre à ce que le Guinéen vive dignement. Ce qui se passe, mais ce n'est pas d'autres Guinéens qui sont venus, mais ce sont ceux-là même qui étaient avec nous ou qui étaient à l'étranger, qui disaient non, la Guinée, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ils viennent, ils sont à la manette, ils font pire que ceux qui ils ont pu mettre de côté. Merci Alassane Sako. Nous allons marquer une pause et derrière on reviendra un peu sur le rapport, mais également sur la gestion de la crise actuelle. Vous auditeurs et téléspectateurs, restez là avec nous. Vos communications, vos participations à cette émission seront prises en compte tout à l'heure par Aïssatou Sané. Dans moins de 10 minutes.
Merci de nous rester fidèles et continuer à réagir au hashtag espace GG sur X, mais également sur le 657 39 13 13 pour participer à cette émission. Si vous nous écoutez ici à l'étranger, c'est bien entendu le rendez-vous des échanges sur l'actualité dans notre pays. Et nous parlerons de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Sili national de Guinée joue son premier match cet après-midi. Il tentera de battre le Cameroun et rassurer ainsi une frange importante de supporters quelque peu démotivés ces dernières années. Rien n'est perdu d'avance. L'équipe nationale de football a réussi sa préparation, dit-on. Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle ce matin? Quel est l'accompagnement du gouvernement guinéen? Nous en parlons ce matin avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, et nos envoyés spéciaux, Diba Minimouno et toute son équipe, basée donc à Yamoussoukro ce matin. On revient sur ce sujet pour boucler Mohamed Mara, puisque Thomas, il a fait son travail, il ne l'a pas achevé, mais il y a quand même ce rapport. Je dois quand même rappeler que ce rapport a été présenté ici une fois par l'équipe du Before de GG. On revient encore ce matin sur quelques parties qui ont été mises en avant. Ce n'est pas un document caché, ce n'est pas un document fabriqué par un journaliste, c'est venu des structures officielles de l'État. Le micro. Oui, c'est chez moi. C'est chez moi. D'accord. Jacques, non seulement ce document et d'autres d'ailleurs, y compris des lettres notamment adressées par l'IGF, donc l'inspection générale des finances, à la direction de la SONAP pour donner sa version des faits, ou tantôt pour des réunions. Dans ce cadre-là, on a tous ces documents. Et le rapport donc est intitulé « Audit de la structure des prix des produits pétroliers des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. » D'accord? Il serait intéressant d'aller fouiller ce rapport, parce que vous allez voir quand même des choses qui vont vous donner froid dans le dos. Alors, nous le disions tout à l'heure, sur ces deux points-là, notre confrère n'a pas inventé les choses. D'ailleurs, le rapport, si vous avez regardé la vidéo, je pense que cette vidéo, d'ailleurs, on devra peut-être la publier aujourd'hui ou demain, vous verrez qu'il montre in extenso derrière le document, qu'il surligne au passage. Alors, lorsque vous prenez ce rapport, parmi les recommandations, je vais sauter le point 1 pour aller au point 2. Déjà au point 1, vous allez avoir froid dans le dos là-bas aussi, entre les montants dus et les montants recouvrés, et l'inspection générale qui demande à ce que le reste de l'argent rentre. Vous allez voir combien de dizaines de milliards sont concernés. Mais recommandation 2, si vous commencez à lire le document, c'est la page... alors, je crois que je vais... Voilà. Ok. Recommandation 3. Je pense que c'est la recommandation 4, normalement. Bien. Non. Recommandation 4, 3. Donc, je viens là. Au point 4, une nouvelle structure des prix comportant de nombreuses insuffisances. 4.1. Une marge de négociant excessivement onéreuse. Ça, c'est le rapport qui l'intitule ainsi. Le 11 mars 2022, la Société nationale des pétroles, SONAP, a conclu un contrat d'importation de produits pétroliers avec la société Sahara Energy Resources Limited. Pour une période de 2 ans, à compter du 1er mai 2022, conformément à l'article 12.3 du dit contrat, la marge trader est fixée à $53 la tonne, par tonne, pour un délai de paiement de 180 jours. En effet, 3 semaines plus tard, précisément le 8 avril donc 2022, la SONAP aura, ils n'ont pas dit aurait, aura négocié et signé l'avenant numéro 1 du contrat susvisé avec pour objet la révision de la marge du négociant. Ainsi, la marge fixée dans le contrat de base à $53 la tonne est revue à $115 la tonne, soit une augmentation de 117%. Pour soutenir cette révision à la hausse, les parties évoquent la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est très intéressant. La guerre entre la Russie et l'Ukraine nous a valu pas l'augmentation du prix de l'essence, mais l'augmentation de la marge du négociant.
C'est ça qui est bizarre. Alors, l'article 12.3 du contrat et sa modification appellent à des observations selon donc les enquêteurs. Alors, le motif tiré de la guerre russo-ukrainienne pour motiver la révision à la hausse de la marge trader nous paraît non fondé. Si les conséquences de cette guerre sur le secteur pétrolier sont indéniables, nous estimons que l'impact de celle-ci se fait ressentir plutôt sur le prix d'achat des produits et non sur la marge. Okay. C'est quand même normal. Oui, en principe, si le prix augmente à l'international, ça doit se ressentir le prix d'achat qui doit augmenter. Le prix du litre. Mais le prix du litre n'augmente pas, mais c'est la marge donc des négociants, bizarrement chez nous, qui va augmenter de 117%. En réalité, conclut le rapport, en réalité, la marge du trader est la rémunération du fournisseur. Le rehaussement, soit une augmentation de 40% de la marge trader à 53%, dans le contrat de base est compréhensible dans une certaine mesure, en dépit du fait que celle-là était fixée à $38 dans le contrat précédent. Et dit cependant, la fixation de la marge à $115 la tonne ne repose sur aucun élément objectif et se situe en dehors de toute proportion raisonnable. Aussi faudra-t-il le souligner, cette augmentation de la marge à $115 la tonne, en prenant pour référence $53 la tonne, participe au renchérissement du prix du litre à la pompe de l'ordre de $407. $407 par litre. C'est-à-dire que l'État guinéen va perdre désormais 407 francs guinéens. 407 francs guinéens. Que l'État maintenant va perdre pour chaque litre. Sauf que ces 407 francs guinéens ne vont pas dans les caisses de l'État. Désormais. On vous explique. Soit 54 milliards 396 millions 364 000 francs pour le seul mois de mai 2022. Donc, grosso modo, 55 milliards de francs guinéens en clair, par mois, depuis cette augmentation, sont prélevés par mois. 55 milliards environ sont prélevés chaque mois pour, dit-on, le trader. C'est ce que l'État va perdre par mois. En clair, au fait, il y a deux choses qui étaient possibles. Soit on augmentait le prix du litre à la pompe. On n'en a pas eu besoin. Ce qui était impossible. Et je crois que l'État ou le chef de l'État ne l'accepterait pas. Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est que ce qui doit revenir à l'État, c'est ce qu'on a pris pour donner aux traders. Non, ça n'a rien à voir. En fait, le prix du carburant n'a même pas augmenté. N'oubliez pas qu'on achetait déjà cher. Je t'explique. On était à 12 000 déjà. Non, si ce que tu dis là, et en fait, ici c'est un fixing. N'oublie pas, les $53, peu importe le litre, le prix du litre, c'est un fixing, ça ne change pas. Donc même si le prix du litre augmentait sur le marché international, cela n'érode pas, cela ne grignote pas du tout la part du trader. Mais nous, sans explication, on dit, bon, trader, tu es quand même bon, hein, tu nous fournis de l'essence. Malgré la guerre, les bombardements là en Ukraine, bon, écoute, puisque tu es gentil avec nous, tu nous ramènes le carburant, nous décidons unilatéralement, bon, c'est le Guinéen pauvre qui va payer, hein, on t'offre, au lieu de $53, qui était déjà beaucoup, on t'offre désormais $115 par tonne. C'est ça qui s'est passé en fait. Les 55 milliards oui, alors, en gros, les 55 milliards alors, justement, reviennent carrément comme par au trader. Alors que ça devrait aller dans les caisses de l'État. Normalement. Parce qu'on a rehaussé, ça devait revenir à l'État. Et au même moment, on nous dit que l'État est en train de subventionner le prix du litre à la pompe. Au même moment, on fait ce genre de cadeau. D'ailleurs, on n'explique pas. Les enquêteurs vont le mentionner plus tard pour minimiser la part de la subvention de l'État. Ce qui fait perdre à l'État, d'ailleurs, il continue, ce qui fait perdre à l'État des ressources financières importantes. C'est pourquoi nous estimons que la marge de $115 la tonne est excessivement onéreuse et ne repose sur aucun fondement. Et ils continuent plus loin. Cette fois-ci, ils indexent quoi? Ils indexent l'introduction de nouvelles grilles dans la structure des prix. Or, vous savez que la structure des prix, elle est réglementée. Elle est réglementée par un arrêté conjoint. C'est l'arrêté A/2020/1
Alors, et ainsi de suite, du 24 décembre 2020. Les grandes gueules. C'est cet arrêté-là qui fixe exactement la composition de la structure des prix de chaque litre d'essence ou en tout cas de pétrole à la pompe. Mais, curieusement, l'IGF va se rendre compte qu'il y a de nouvelles rubriques qui ont été glissées dans la structure de prix. Et là, de l'ordre de 4. La première grille, c'est quoi? Stabilisation du prix. D'où ça sort? On ne sait pas. Ensuite, la marge SONAP. La marge SONAP, à ce niveau, il faut rappeler, était précédemment de $20 par litre. Pardon, de 20 francs guinéens par litre. 20 francs par litre, j'en viens tout à l'heure, par litre. Désormais, de 20 francs, on va à 150 francs. De 20 francs, on va à 150 francs. C'est ce qui fait dire à Thomas Dietrich en regardant l'explication sur le passage de $20 à 150. Hein? Ça aussi, je partage avec vous. Oui. Il semble que lorsque c'était à 20, c'était depuis au temps de l'ONAP. Oui. Et ça, c'était un office qui s'occupait seulement de la réglementation, donc qui n'était pas dans l'achat. Donc, depuis que la SONAP est devenue une société, ou disons la seule société qui importe le carburant, donc pour l'État, il fallait lui donner les moyens. C'est pourquoi, justement, dans la structure des prix, la SONAP, on a décidé de passer de $20 à 150. On vient de vous dire que la SONAP se base sur un trader qui va prendre le carburant. Qui va négocier, mais c'est... Non, qui nous l'amène. Oui, mais c'est la SONAP qui paye, non? Non, mais ça ne change rien. Ça ne change pas, en fait. Rappelez-vous très bien. Monsieur Zakaria Koulibaly... Je partage juste des explications. Oui, ça, ce sont des explications, voilà. mais sauf que ça ne change rien. Parce que la même structure vient nous livrer le carburant au port de Conakry. Mais vous avez déjà augmenté la part de celui-là, vous augmentez aussi votre propre part. Je dis encore une fois que ces augmentations-là, allant vers ces structures, il faut se poser des questions. On l'a vu à la structure, notamment chez le régulateur du secteur des jeux, de manière inexpliquée comme ça, on a explosé. Les grandes gueules. Là encore, on voit que ça explose. Donc, et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les inspecteurs du ministère des Finances. Ça, c'est le ministère des Finances qui le dit. Qui dit que ça ne repose sur rien. Qui dit que ça ne repose sur rien. Et donc, et c'est le même ministère, et c'est le même rapport qui dit que le relèvement du forfait prélèvement SONAP de 20 francs guinéens à 150 francs guinéens par litre donnera mensuellement à la SONAP environ 2,5 millions de dollars, soit 22,250 milliards de francs guinéens contre aujourd'hui les 2,5 milliards, 5 milliards mensuels. De 2,5 milliards mensuels, ils sont passés à combien? 22,250 milliards. Donc, ils ont déjà gagné quoi? 20 milliards de plus. D'augmentation comme ça. Est-ce que c'est ce que l'inspection a justement détecté? Maintenant, on y est. Je vais terminer par ce dernier élément. Le bateau. Et là, ça me prend 30 secondes. Le bateau qu'on nous a présenté ici. D'accord, récemment, que la SONAP nous a présenté au port de Conakry, on nous dit que le bateau nous ramène l'essence. Lorsque vous allez, selon notamment les données de VCI, d'accord, de VCI, Linder, vous pouvez aller sur le site. J'ai tout à l'heure, je crois que je vous ai envoyé tout à l'heure la capture, justement, des données. On apprend que le bateau qu'on nous a présenté battait en réalité pavillon libérien. Oui. Vous le voyez sur le site. Le bateau, vous savez, on peut faire du trekking des bateaux, mais tout comme des avions. Mais il battait pavillon libérien. Et ce bateau est parti d'Anvers, de la Belgique. Vous savez quand? 16 heures seulement après l'explosion du dépôt de Conakry. 16 heures seulement. C'est-à-dire le 19. Le 19 à 17 heures. Attendez, je regarde l'heure sur le site. Non. Le 19 décembre, 17h54 GMT. 17h54 GMT. Le 19, le bateau a quitté Anvers. Et il battait pavillon libérien. Comment ce bateau s'est-il retrouvé dans le port du très cher pays de mon ami Daouda Mohamed? C'est ça la question que je me pose. Et on nous dit que c'est ce bateau. Mais peut-être qu'on a négocié. Parce qu'il nous fallait un mois. Il est important, justement, ils auraient dû le dire. Il nous fallait un mois. Non, ils ont fait une communication. Si pour importer. Non, 24 jours. Ça a mis 24 jours. Mais pourquoi? C'est presque un mois. C'est presque un mois. C'est presque un mois. Oui, mais dans ce cas, pourquoi voilà l'explication, ne pas l'avoir dit?
Oui, là je suis d'accord avec vous. Combien ce bateau va nous coûter? Je suis d'accord. Parce que s'il est déjà négocié par un autre pays, or, la même Sonap, pourquoi ils n'ont pas reçu le carburant de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire. Ils ont dit quoi? Qu'en réalité, que le carburant de la Côte d'Ivoire n'est pas un cadeau, cela nous reviendrait plus cher. Que ça nous reviendrait Mais là, plus on va cher. nous chercher le bateau des Libériens qui est déjà négocié. À combien ce bateau-là aussi Oui, nous ça, revenait? ce sont des questions légitimes. Donc, moi, ce sont des questions simplement que je pose. Je n'ai pas de réponse, mais il faut poser les questions. Ce sont des questions légitimes, mais je crois que l'urgence qui s'est posée, et il fallait tout de suite voir comment prendre la mesure des choses, et c'est ce qui a été fait. Alors, les négociations, parce que c'est pas que ce soit floqué pavillon libérien, que ça ne peut pas être destiné, par exemple, à la Sierra Leone ou à un autre pays. Non, ça peut être... Non, ça peut être... la nationalité du bateau. Quand on dit que ça bat pavillon, la cargaison elle-même, elle a été commandée par nous, par le Libéria. C'est ça la question. Non, ça peut... Voilà. C'est pas la nationalité du bateau. Vu les urgences qui se posaient en Guinée et que les pays voisins s'étaient engagés à nous accompagner... Parce qu'en gros, la Côte d'Ivoire a proposé donc les 50 millions de litres. Après, semble-t-il, la Sonap s'est rendu compte que ce n'était pas un cadeau, on devrait acheter. Or, là-bas, la marge dont on parle serait à $200 et le prix du litre de carburant, vous le savez, c'est plus élevé là-bas qu'en Guinée. Le Sénégal, le même problème s'est posé. Donc, c'est seulement en Sierra Leone où on a pu avoir un accord et la Sierra Leone ne pouvait pas nous aider à finir avec la crise. C'est pourquoi ils ont privilégié cette histoire du bateau. Je pose une question simple. Moi, je me vous l'avez négocié. Il battait pavillon déjà libérien. Vous l'avez négocié. Dans ce cas, dites-nous à quelles conditions? Non, sur cet aspect, parce que les Ivoiriens disent on donne. La communication, on ne donne pas. C'est l'élément le plus raté de la gestion de cette crise. Voilà. La communication. Vous permettez, on va faire un détour en Côte d'Ivoire. Évidemment, ça nous permettra de jongler entre le sujet sport et puis notre crise des pétroles. Du côté de la Côte d'Ivoire, où nous retrouvons donc Djiba Milimono. Djiba, bonjour. Les grandes gueules. Djiba qui est parti, on va essayer de le rappeler. L'idée, bien sûr, c'est de l'avoir, mais également d'avoir le ministre de la Jeunesse et des Sports pour voir justement comment les choses se préparent de ce côté. Avant 17h, l'heure fatidique pour nous ce soir, puisque le Sili doit absolument battre le Cameroun comme nous l'avons demandé. Oui. Oui, on va dompter les lions. On va les dompter. On va le dire facilement comme ça. Non, on va les dompter. Pas facilement, mais sûrement. En attendant que Djiba ne revienne, donc, sur la question de la gestion de cette crise, je dis qu'on l'a dit plusieurs fois, s'il y a un élément où il y a vraiment des failles, s'il y a un élément où il y a vraiment des problèmes, c'est au niveau de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on va aller à Yamoussoukro. Toujours de soucis de liaison avec Yamoussoukro, Djiba Milimono et Béa qui sont déjà bien installés. Les choses vont pouvoir s'arranger tout à l'heure pour qu'on puisse continuer. Oui, Daouda. Alors, je disais, aujourd'hui, on a interdit la communication à ceux qui ont, par exemple, dit qu'ils ont aperçu quelque chose qui s'est écrasé sur le dépôt avant l'incendie. Il leur a été interdit de prendre la parole dans les médias. Ah bon? Oui. Parce qu'on est allé à leur rencontre après leur première déclaration, mais qui se sont rétractés parce qu'on leur a dit de ne plus prendre la parole. Et la conclusion a été donnée, avant les enquêtes, avant même l'ouverture des enquêtes, la conclusion a été donnée par le ministre de porte-parole du gouvernement qui dit d'écarter toute piste criminel dans cet incendie, mais également le ministre de la Justice des Droits de l'Homme qui a également dit la même chose. Alors on va aller à Yamoussoukro, comme vous le dites. Djiba Milimono que nous avons retrouvé. Bonjour Djiba. Alors Djiba, bonjour. On a un problème de retour ici. Djiba qui parle... On peut s'arranger avec nos équipes à la télévision pour qu'on ait le son adéquat. Djiba, vous restez en repérage si vous nous écoutez. On va juste essayer d'arranger côté technique ici pour pouvoir vous retrouver tout à l'heure. Oui, Daouda, encore. Oui.
Oui, la question se pose parce qu'il faut vraiment qu'on ait le ministre Beya, quand on sait d'ailleurs tout ce qui tourne autour tout ce qui se trame et tout ce qui peut se dire. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Oui, c'est la fête. On doit oublier nos animaux, nos inimitiés. Il le faut. Le football serait-il l'opium des Guinéens? Bien, voilà. Donc, je disais... On vous a arraché les plumes et le football, ce sont les graines qu'on sème. C'est ça qu'on vous donne désormais. Alors, pour terminer sur cette question de la gestion, je vais dire, Jacques Léo Leno, on le disait, aujourd'hui, on se précipite pour nous dire qu'il n'y a pas eu d'acte criminel sur le dépôt. Donc, les enquêtes qu'on nous dit être ouvertes, on sait déjà les conclusions. C'est que le feu est sorti de lui-même et on ne peut pas parler d'acte criminel à ce niveau. Et ils ne parleront pas d'accident aussi. Accident. Parce que si c'est l'accident, il faut expliquer. Il faut expliquer comment l'accident est survenu. Oui. Donc, je me dis aujourd'hui que le dépôt, il est parti en centre. Les vies de Guinéens également. Beaucoup de personnes dans la calcination. Aujourd'hui, demain, après-demain, on va nous dire, c'est un feu naturel. Mais un feu naturel, il faut bien qu'il ait une provenance. Mais on ne le dira pas. Et aujourd'hui, la communication, il faut insister là-dessus. Lorsqu'on nous dit qu'on est en train de maîtriser je vais dire la crise, c'est-à-dire en desservant les stations en carburant, en gasoil et en essence, mais il faut bien qu'on sache à quel prix. Mais cette question ne fait pas aussi l'actualité. On se contente simplement de venir à la télévision nationale nous dire 30 millions de litres sont arrivés, 35 de gasoil sont également arrivés. Les jours ou les heures à venir, vous aurez accès à cette denrée. Mais après, derrière, le prix reste le même, 12 000 francs guinéens, mais nous l'obtenons à quel prix? Il faut aussi qu'on le sache. Nous l'obtenons à quel prix? Parce qu'il y a beaucoup qui disent Tant qu'il n'y a pas d'incidence sur le prix du litre à la pompe, non, on va se frotter les mains, non? Non, les consommateurs. Non, Jacques, ça ne peut pas être comme ça. C'est une gestion de la chose publique. Okay. Aujourd'hui, il y a une ligne normale qui a été interrompue. On nous desservait à travers notre dépôt qui est parti en feu. Si aujourd'hui on a une autre ouverture, et c'est là tout en ayant le prix intact, on a besoin des explications. D'accord. Parce qu'on nous dira encore, non, l'État subventionne. L'État subventionne à quel degré? Et est-ce que ce que nous prenons à partir de la Sierra Leone, c'est quoi la qualité? Parce qu'aujourd'hui, chacun s'approvisionne sans se poser la question sur la qualité du produit que nous prenons. Et tout cela, je ne crois pas que la question soit fondamentalement le maintien du prix, mais il faut bien expliquer aux Guinéens à quel prix nous l'obtenons et pourquoi nous maintenons à ce prix. Parce qu'on veut le savoir. On veut le savoir. Mais oui. L'autre aspect, il faut quand même noter que la crise est sur le point d'être maîtrisée. Oui, visiblement. C'est pas, est-ce qu'il faut le faire pour le faire? Mais il faut le faire aussi en essayant d'élucider tout cela par des réponses exactes et concrètes par rapport à la crise. On sait que la loi de finances initiale 2024 est connue. Il y a eu cette explosion. Par moment, on a entendu le Premier ministre se prononcer que le premier trimestre de 2024, il devrait faire un travail. Il devrait revenir devant la représentation nationale pour demander encore d'augmenter. D'augmenter. Alors, comment ça va se faire? L'inquiétude ou les inquiétudes de Daouda ce matin, moi je le comprends. Et ça se situe là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille prendre à des prix hors portée ou qu'on vienne nous dire... Voilà, à partir de avril. Mais en gros, le gouvernement était un peu dans l'obligation, non? Oui. Parce qu'il y avait... soit on faisait ça, ou on laissait le peuple souffrir. On doit informer. On doit communiquer, informer. Informer la population sur ce qui va nous attendre. Parce que les gens sont en train de dire, oui, on a le carburant, la crise de carburant est circonscrite. Je m'inscris en faux parce que ce serait-ce que le premier semestre de 2024... On va commencer dès le mois d'avril déjà
à sentir les conséquences. Non, qu'est-ce que vous en savez? Non, qu'est-ce que tu en sais, Alassane? Non, mais ce que je sais, pour le moment, ce qu'on nous a dit on est en train de tout faire officiellement pour le gasoil. On est en train de tout faire en catimini. Pour le gasoil, on n'a plus de problème. Oui, mais et depuis le départ, le gasoil était servi. Depuis le départ, le gasoil était servi. Mais est-ce que vous avez vu? On consomme beaucoup plus de gasoil que de l'essence. Oui, mais au départ, est-ce que vous avez remarqué? Ce ne serait-ce qu'à Conakry, même pas à l'intérieur. Pourquoi on consomme plus de gasoil. N'oublie pas que le gasoil, c'est pour les miniers. C'est pour les riches. Non, en réalité, le gasoil, c'est pour les riches. Les industriels. Les consortiums qui sont dans le pays, les miniers, mais aussi ceux qui ont de gros moteurs et ainsi de suite. En réalité, c'est pour eux. Voilà pourquoi c'est toujours la priorité en pareil cas. Même si ce sont les plus grands pollueurs de l'environnement, mais c'est d'abord eux. Et voilà. L'autre chose aussi, c'est que les bacs à gasoil n'avaient pas été Jacques, eux-mêmes, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé 2024. On doit s'attendre à des difficultés. Mais ils n'ont pas dit qu'il y aura crise de carburant. Non, le crise de carburant, c'est pas ça. Mais comment résolver alors le problème ou bien trouver d'autres débouchés pour renflouer les caisses de l'État? Parce que l'argent qui est en train de sortir, on ne sait pas dans quelles conditions c'est négocié. On est déjà sur un dossier avec un fournisseur qui nous vend ou à qui on a accordé quand même, Jacques, des avantages hors normes qui nous coûtent très cher déjà. Donc posons-nous la question, dans quelles conditions ce qu'on est en train d'acheter pour le moment, pour résolver le problème ou la crise de carburant, combien ça va nous coûter et quelles répercussions. Je vous entends bien, mais quelles répercussions, puisqu'on ne donne pas gratuitement le carburant aux citoyens. Non, donc, ça veut dire qu'on a forcément de l'argent de toutes les façons. Il y a ces marges-là dont on parle qui sont jugées exorbitantes. Peut-être que c'est le cas. Et puis finalement, on va pouvoir. Et n'oublie pas que l'État ne perd jamais. L'État ne perd jamais. Faut pas oublier. Évidemment. Alors, quelle politique pour 2024, puisqu'ils ont promis de revenir. Vous êtes dans le doute permanent. Non, mais ce n'est pas une question de doute. C'est eux qui parlent. C'est eux qui disent que 2024, là, on doit s'attendre on doit continuer à des difficultés, à serrer la ceinture. Oui. Mais par quels moyens? Ils doivent bien nous expliquer cela. On attend, en tout cas, ce premier semestre de 2024, comment ça va se passer. En tout cas, ne soyons pas surpris que demain, qu'on demande maintenant les impôts et les taxes qui sont élevés et qu'éventuellement, pour le moment, même si le gouvernement a fait une communication comme quoi le litre à la pompe ne va jamais changer, enfin, ce n'est pas prévu, mais attendons de voir. Attendons de voir, Mohamed Ali, le doute aussi chez vous, même avec ce qui se passe, les écoles ont repris ce matin, il n'y a plus de files devant les stations de service, les gens vont à leurs occupations quand même. Jacques. Vous savez, c'est trop facile. C'est Mme Mohamed Ali. Jacques. Oui, c'est ce qu'on voit. Jacques. En tout cas, moi, vers chez moi, c'est ça, je ne vois pas, je ne vois plus de files. Vous voyez des files chez vous? Non, pas de files. Alors, oui, Mohamed Ali. Mais encore des stations qui n'en ont pas, hein. Il n'y a pas de fil, mais encore des stations qui n'en ont pas. Elles en auront. Voilà. Le problème, c'est que c'est deux choses. Aujourd'hui, c'est vrai, vous partez à la station, vous mettez moins de temps qu'avant pour trouver du carburant. Alors, est-ce que c'est mieux qu'hier? Oui, c'est mieux qu'hier. On est d'accord. La solution, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Sur cela, il n'y a pas de doute. Mais le problème, c'est que ça va durer combien de temps? Parce qu'en réalité, quand il pleut et que vous n'avez pas un bon toit sur votre maison, vous trouvez une solution alternative, et bien vous mesurez aussi dans le temps pour essayer de réparer définitivement afin que le vent ne l'emporte plus. Sauf qu'ici, on ne nous communique pas. Mais si je fais sur la base des petits chiffres que j'ai, si je fais le calcul sur la base, je me dis que peut-être pour 1, 2 ou 3 semaines, maximum un mois, on est encore sorti d'affaires. Mais après, ça va être encore pire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on nous a dit qu'on a un besoin de 70 millions de litres jour. Ça, c'était avant la crise. 70 millions. Non. Mois, excuse-moi. Oui, le mois, oui. 70 millions le mois. 70 millions de litres le mois. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, évidemment. Ça, c'était avant la crise. Ça, c'est pour l'essence. L'essence. Pour le gasoil, ça doit être beaucoup plus. Entre 2 ou 3 millions de 2 millions, litres. 3 millions, oui. Donc,
Prenons 70 millions de litres le mois, sur 4 semaines. On a eu un bateau de 30 millions de litres. On a eu on a signé un accord avec la Sierra Leone de 16 millions de litres. Ça fait 46 millions de litres. Et ces 46 millions de litres vont être servis pendant combien de temps? 2 semaines au maximum? 3 semaines? Bien sûr que pendant cette période, vous ne verrez pas de fil dans les stations. Sauf qu'après ces 2 semaines-là, 2 ou 3 semaines-là, vous verrez, les fils vont commencer à se reconstituer parce qu'il n'y aura plus de carburant. Et d'ici là, peut-être qu'on aurait fait venir, un autre bateau de 30 millions de litres. Alors dans ce cas, on se pose la question, est-ce que chaque mois, la Guinée peut faire venir un bateau de 30 millions, de 40 millions ou de 50 millions de litres d'essence? Et si c'est le cas, combien payons-nous? Et sur combien de temps pouvons-nous tenir? Parce que pour le moment, nous avons des réserves. C'est une crise qu'il faut résoudre tout de suite. Oui. Donc chacun s'y met. En fait, puisque c'est devenu une priorité nationale, tout le monde cotise, quoi. C'est comme quand on devrait supporter Syrie nationale en 2008. Chacun y met un peu du sien pour essayer de trouver une solution à la crise. Mais après, les activités vont devenir presque normales. Et en ce moment-là, quelqu'un doit payer le prix. En réalité, parce qu'il n'y aura plus de réserves. Si ce sont les réserves que nous avons utilisées pour aller trouver du carburant afin de satisfaire les uns et les autres, c'est que la situation n'est pas encore normale. Et on ne communique pas sur comment est-ce qu'on peut avoir du carburant et dépoter. Parce que, vous savez, on n'a pas de dépôt. On n'a pas de dépôt aujourd'hui. Et ça se passe, notre dépôt pourrait se retrouver du côté de la Sierra Leone. Et de la Sierra Leone, c'est combien? C'est 17 millions de litres qu'on nous octroie. Là-bas, on peut dépoter 17 millions de litres pendant combien de temps? Et en fait, il y a énormément de questions autour que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, si on n'avait pas interdit à ceux qui détiennent l'information, je vais dire aux ministres, aux spécialistes, à la SONAP de prendre la parole sur nos antennes et donner, ne serait-ce que des débuts d'explication, eh bien on pouvait aider à contribuer dans cette communication. Mais de cette manière-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à la station et trouver rapidement de l'essence par rapport à hier, mais ça ne rassure pas dans 3 semaines qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir... Aujourd'hui, ils nous ont dit qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation. Mais demain, personne ne sait si on ne va pas augmenter. Il n'y aura pas d'augmentation. Oui, ça c'est ce que vous dites. Il ne faut pas... Parce que c'est ce qu'on vous dit. Il ne faut pas leur inspirer ça. Moi, je ne leur inspire pas. Ça fait longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Non, de toutes les façons, tout ce qu'ils ont fait, personne ne leur a inspiré. Ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu faire. Quand le CNRD est venu au pouvoir, ils ont tout de suite diminué le coût de carburant pour pouvoir contenter le peuple parce que c'est ce que les gens ils veulent entendre. Mais par après ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Personne n'a rien pu faire. Personne ne leur a inspiré cela. C'est la même chose ici. Parce qu'en ce moment, les gens sont sous pression. Et dire qu'on va augmenter aussi le carburant, eh bien ça rajoute sur la pression. C'est de la politique en fait. Il ne faut jamais croire à la parole politique. Surtout quand c'est dit par des gouvernants qui ont déjà montré qu'ils ne peuvent pas tenir parole. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne sait pas si ça ne va pas augmenter. Alors même si ça n'augmente pas au niveau du carburant, bah écoutez, la loi de l'offre et de la demande, c'est que vous pouvez toujours trouver de la ressource. Quand vous prenez, vous devrez remplacer. Donc du coup, quelqu'un doit payer la marge qu'on est en train de payer en ce moment. Parce que les choses ne sont plus normales et je vais terminer par là. Si la Guinée avait chaque 3 mois ou chaque 6 mois l'habitude d'envoyer d'un coup le carburant, aujourd'hui, ça coûte encore plus cher dans le transport. Même si on prend au même coût, mais le transport coûte plus cher. Et le nombre de voyages, si on peut dire ça comme ça, se multiplie. Quelqu'un doit payer cette différence. Et qui va le payer? C'est ceux qui n'ont pas d'argent? Ce sont les dirigeants? C'est ma préoccupation. C'est nous qui Jacques, et il faut tenir compte. C'est soit vous payez sur le prix du carburant, soit vous payez dans les taxes, ou vous payez de toutes les façons dans vos activités. Mais déjà, ils ont une marge importante. Donc, ils peuvent prendre cette marge-là et puis régler cette question de... Mais c'est ce dont on parle dans le rapport, là. Bon, en fait, de toutes les façons, évidemment. Ça, le rapport a été fait quand la période était normale. Vous n'avez pas, on ne sait pas en cette période anormale. Non, on est en train de... Parce qu'on n'a plus de dépôt, en fait. Non, oui, mais on est en train de payer au même prix. On est en train de payer, c'est vrai, au même prix. Sauf qu'on payait une grosse quantité. Et aujourd'hui, puisque la SGP n'a plus d'équipement, donc on ne paye plus le droit de passage. Parce que je ne vois pas pour quelle raison on va payer le droit de passage puisqu'il n'y a pas de débat. Mais on va payer plus que ça. Il faut continuer à payer parce que mais on va payer plus que ça. En fait. Donc ça, ce sont des taxes. C'est la loi qui fixe les taxes. Ça, c'est pas un problème, ça. Le problème, c'est quand vous dites que oui, il y a la crise, mais c'est nous qui n'avons pas de capacité de stockage en ce moment. Ce n'est pas l'affaire du trader, ça. Ça, c'est pas l'affaire. Et la question, l'autre question même, c'est cette question de stockage. Pour le gasoil, le HFO, on nous dit il y a moins de problèmes, même si visiblement pour l'instant dans la desserte en électricité ce n'est pas le cas parce qu'on continue à consentir des délestages
pour économiser un peu. La question qui va tout naturellement se poser, c'est comment faire en sorte que le transport, ou disons l'approvisionnement continue, alors qu'il n'y a pas de dépôt, puisque pour Moribaya, on le dit clairement et c'est officiel, c'est pas moins de 3 ans. Ce sont ces interrogations que nous sommes en train de poser. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de votre maison tout de suite. Jacques, quand vous êtes couché la nuit et qu'il pleut gravement, votre toit commence à suinter, qu'est-ce que vous faites? Vous calez quelque chose là-bas au moins pour la nuit. Si le lendemain vous ne l'enlevez pas, vous ne trouvez pas une solution définitive, ça va être pire. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. On ne nous informe pas. Peut-être que le gouvernement a sa solution. Peut-être qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que les dépôts à l'intérieur du pays ont tellement progressé qu'on peut le constater et qu'ils n'ont même pas besoin de communiquer là-dessus. Ouais. Peut-être qu'ils ont envie de faire une bonne surprise en réalité. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, pour le moment, n'oubliez pas qu'il y a quand même les solutions, même pas de fortune, ce sont de vraies solutions. Pour l'instant, quoi que ils sont en train de travailler. Le dépôt du côté de Freetown est utilisé par la Guinée. N'oublie pas qu'une convention a été signée avec l'État. Ça n'a rien à voir avec les dépôts, la solution maintenant. On va se comprendre. Je suis d'accord avec toi, on va se comprendre. Tu as dit qu'il y a des solutions conjoncturelles. Je suis d'accord, mais pour le moment, les solutions conjoncturelles, parce qu'on n'a pas de choix que de les utiliser. Tu as des dépôts de certains groupes miniers. Tu as notamment le dépôt principal de la Guinée désormais se trouve à Freetown en attendant. Moi, je suis totalement d'accord. Mais les trajets vont se rallonger. Et quand le trajet de transport se rallonge, forcément, c'est l'État qui va perdre de l'argent parce que dans les conditions actuelles, je ne vois pas l'État de majorer le prix aussi des hydrocarbures. On va saluer Djiba. Bonjour Djiba. Je crois qu'on a... Allô? Oui. Oui, je suis là, je vous entends moi. À monsieur le ministre, c'est de patienter et nous vous reprendrons juste derrière cette pause publicitaire et nous reviendrons pour consacrer donc la dernière tranche de cette émission au Sidi national de Guinée et puis à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.